L'Ocean Viking a effectué 10 opérations de sauvetage en mer en l'espace de quelques jours. Le navire humanitaire de SOS Méditerranée attendait l'attribution d'un port sûr et certain pour débarquer les 466 personnes secourues. Les étés se suivent donc et se ressemblent. L'Europe n'a toujours pas trouvé de réponse commune sur la question migratoire. Avec nous pour en parler, Damien Carême, bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous êtes député européen, Europe Écologie Les Verts, et vous avez été maire de Grande-Synthe dans le nord de la France où vous avez œuvré à rendre leur dignité aux migrants. Avec nous également Ekram Boubtane, bienvenue à vous. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Clermont-Auvergne, chercheuse associée aussi à la Paris School of Economics, spécialisée sur les effets économiques de l'immigration. Damien Carême, je le disais, l'Ocean Viking tourne toujours aujourd'hui en Méditerranée, autour des côtes européennes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oh, une énorme tristesse de voir à quel point l'Europe se recroqueville derrière une forteresse, alors que 460 personnes là, viennent d'être repêchées en mer et qu'il n'y a aucun port sur le pourtour européen qui accepte d'accueillir ce bateau. Mais comment vous l'expliquez ? Il y a quelques personnes qui ont été débarquées. Il y a un repli de l'Europe sur elle-même, des pays de l'Europe sur elle-même. On vante l'accueil, on vante la solidarité, mais en fait, en pratique, tous les jours, c'est ce qu'on note en Méditerranée, mais ailleurs. Pourtant, avec les réfugiés ukrainiens, il y a une vraie solidarité de la part de beaucoup de pays européens. Ah, je l'ai dénoncé. Pourquoi il y a une solidarité avec les Ukrainiens ? Pourquoi il n'y a pas eu de solidarité avec les Afghans qui fuyaient les talibans, dont vous rappelez dans les titres qu'ils vont passer maintenant des accords avec les Russes ? Pourquoi il n'y avait pas eu d'accord avec les Syriens pour accueillir les Syriens ? Voilà, c'est toute la question de l'Europe. Est-ce qu'on accueille des blancs chrétiens et que les gens qui sont basanés et musulmans ne les veulent pas sur notre continent ? C'est toute la question que j'ai posée en parlant de racisme d'État, de racisme européen lors de ces derniers mois. Restez avec nous, monsieur le député, on vous retrouve dans quelques instants. Ekram Boubtane, je le disais, vos questions de prédilection, ce sont l'économie, l'effet de l'immigration dans les pays d'accueil, mais tout de même, une réaction, ça donne toujours l'image de pestiférés, de voir des migrants sauvés, mais qui ne peuvent pas accoster. Et surtout, ça donne aussi une image qu'au bout même de quelques années, c'est-à-dire que 2015, ça fait quand même ça fait quelques années qu'on a connu, 7 ans maintenant. Et on n'arrive toujours pas à s'organiser pour faire en sorte que des personnes qui sont à la recherche d'une protection internationale arrivent dans des bonnes conditions. Là, le point principal, c'est que toute personne qui souhaiterait déposer une demande de protection internationale en Europe n'a d'autre choix que de traverser plusieurs frontières d'une manière irrégulière au péril de sa vie, voire de traverser la Méditerranée au péril de sa vie. Et là, ce que je vois, c'est surtout que la sécurisation des frontières, parce qu'on a beaucoup progressé sur la sécurisation des frontières au niveau européen, et que cette sécurisation de la frontière, elle n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace sur 2 points. C'est-à-dire, d'une part, elle ne désincite pas les personnes à partir et donc à prendre effectivement ces traversées qui sont extrêmement dangereuses, et en même temps elles ne sont pas efficaces parce qu'au final les personnes vont finir par arriver sur le territoire européen, mais dans des mauvaises conditions. Et donc c'est complètement contradictoire avec le pacte migratoire qui privilégie plutôt une migration qui soit ordonnée, et donc ça c'est la limite de notre organisation que je vois ici. Et vous avez cité le périple souvent des migrants au péril de leur vie en Méditerranée, mais aussi bien avant à travers plusieurs pays d'Afrique. Il y a le cas notamment de la Libye où les migrants vivent un véritable calvaire. Regardez, c'est ce sujet, on en reparle juste après. Des centaines de migrants et assis en bon ordre dans un centre de détention de Tripoli. Devant la presse, c'est une mise en scène minutieusement orchestrée. Une tentative sans doute de faire taire les accusations. Car la Libye est pointée du doigt, accusée de mauvais traitements sur les migrants. Travaux forcés, tortures, viols. Depuis plusieurs années déjà, les ONG et l'ONU tirent la sonnette d'alarme. Les témoignages, eux, sont de plus en plus nombreux. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, environ 13 000 personnes ayant tenté de traverser la Méditerranée ont été ramenées en Libye depuis le mois de janvier. John est arrivé en Libye en 2018. En mai dernier, il est secouru par ce bateau de Médecins sans frontières alors qu'il tente de fuir le pays nord-africain. Il raconte y avoir vécu l'horreur. Je suis entré en Libye. J'ai été attrapé par des trafiquants. Les trafiquants me battaient, utilisaient l'électricité. Regardez mon visage, mes mains. Sur ce bateau ambulance de MSF, beaucoup ont subi des sévices.
Les médecins à bord peuvent en témoigner. Nous voyons couramment des blessures à l'arme blanche, des blessures par balle, des brûlures même. Nous avons vu des preuves d'électrocution, beaucoup de passages à tabac avec des fouets, des tuyaux, etc. Derrière cet enfer, un autre responsable est pointé du doigt, l'Union européenne. De nombreuses ONG reprochent aux 27 de soutenir financièrement les autorités locales pour freiner les arrivées sur leurs propres côtes. Damien Carême, eurodéputé, l'Union européenne est-elle complice de ce que fait la Libye? Tout à fait. Tout à fait, on finance la Libye pour qu'elle garde les migrants qui viennent sur cette route migratoire chez elle. Et je suis eurodéputé aujourd'hui avec l'ancien médecin de Lampedusa, Pietro Bartolo, qui témoigne, lui, qu'aujourd'hui, la Libye, ce sont des camps de concentration qui sont là-bas au regard de l'état de santé dans lequel ils voient arriver les personnes sur l'île de Lampedusa aujourd'hui. Et oui, l'Europe est responsable et une grande part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui en Libye et elle veut continuer de faire des accords comme avec la Libye dans d'autres pays. C'est l'objet d'accords qu'on est en train de dénoncer, d'éviter de mettre en œuvre ici au Parlement européen avec les parlementaires européens parce que regardez ce que l'Angleterre va faire en renvoyant les personnes au Rwanda et le Danemark avait l'idée de faire aussi avec le Rwanda. On voit bien qu'aujourd'hui on essaye de transférer le sujet alors qu'en fait, au regard des conventions internationales, chaque pays européen se doit d'accueillir ces personnes et d'examiner leur demande d'asile. Damien Carême, restez avec nous. Vous allez répondre d'ailleurs aussi à cette question, puisque c'est une région que vous connaissez bien. La préfecture du Pas-de-Calais a décidé d'interdire, depuis le 14 août 2022, aux associations non mandatées par l'État de distribuer des vivres aux migrants dans certaines zones du centre-ville. Une réaction peut-être à cette décision? Je passe de la Méditerranée au nord de la France, parce que c'est aussi l'autre point, on va dire, sombre, si l'on peut dire, de cette question politique. Les deux questions se rejoignent parce que là, effectivement, on est sur la partie des personnes qui tentent, au péril de leur vie, de rejoindre l'Angleterre en passant par la France. Dont certains sont passés par la Méditerranée. Voilà, donc là, c'est la France qui est un pays de transit et non plus la Libye. Et cette région-là, effectivement, est au centre de cette polémique. Mais c'est aussi un grand angle qu'on fait aujourd'hui sur la stigmatisation. Est-ce que vous diriez que ça, c'est une mesure, par exemple, qui stigmatise et qui est inefficace Alors je pense effectivement, c'est même pas, c'est une réaction à titre personnel, c'est pas en tant que chercheuse ou économiste sur ces questions-là. C'est-à-dire que lorsqu'on a des personnes effectivement dans le besoin, qui sont localisées dans un endroit, leur venir en aide, c'est une responsabilité humanitaire. C'est même pas une réaction d'un économiste. D'un économiste ou d'une économiste. Damien Carême, je le disais, vous avez été maire pendant de nombreuses années de Grande-Synthe. Cette décision, on imagine qu'elle ne vous a pas échappé? Non, elle ne m'a pas échappé. Je la trouve abjecte, cette décision du préfet, une nouvelle fois. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais d'interdire à des citoyennes et des citoyens de nourrir des gens qui sont dans le besoin, qui sont sur un parcours migratoire extrêmement long, qui ont soif, voilà, qui ont faim, de leur interdire l'accès à la nourriture, qui est quand même un besoin primaire, je trouve ça en dehors de toutes les... De notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Enfin voilà, je trouve cette mesure vraiment abjecte. Et pourtant, dans votre région, pardonnez-moi de vous couper, on a vu beaucoup de solidarité aussi dans votre région, beaucoup de solidarité dans la région du nord de la France, Damien Carême. Ekrem Boubtane, comment sortir de cette stigmatisation? Vous avez pris le pari de travailler sur la question économique. Quel est l'apport des immigrés dans le pays d'accueil? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Est-ce que ça peut changer le regard? C'est un peu difficile parce que la question de la migration est une question complexe. Et donc, elle a des implications sur les pays d'accueil qui est assez large. Et donc, effectivement, mon point de vue, qui est un point de vue qui est une mathématique de recherche, qui est le point de vue de l'économie, j'aimerais rappeler quelque chose qui est fondamental. C'est qu'on oublie souvent que la population immigrée, elle fait partie de la population. Et qu'il n'y a pas d'économie sans population. Oui. Ça, c'est le premier point. Et qu'en faisant partie de cette population, même si c'est une part faible, relativement faible de la population immigrée, au moins les personnes qui sont en situation irrégulière, ils ont les mêmes droits
à quelques différences près, mais aussi les mêmes obligations que les nationaux. Donc ils travaillent, ils consomment, ils épargnent, et donc c'est des contributeurs à l'économie. Et donc lorsqu'on consacre du temps nécessaire et qu'on prend le temps long, ce qu'on montre, c'est que les migrants, ce qu'on appelle les migrants permanents, qui sont ceux qui arrivent dans le cadre familial, dans le cadre du travail, contribuent, dans le cadre des études ou dans le cadre humanitaire, contribuent positivement à l'économie dans son ensemble. Ils n'ont pas pris le travail des Français ou des Européens. Mais ça, sont celles et ceux qui sont installés. Mais souvenez-vous la polémique avec Angela Merkel, la chancelière allemande, qui a décidé de faire venir 1 million de personnes. Beaucoup, certes, à l'extrême droite, mais pas seulement. On dit Angela Merkel, elle va faire baisser le salaire des Allemands. Et qu'est-ce qu'on avait vu, en fait? Là, 2015, Angela Merkel, au contre-coup de tous les dirigeants européens, elle a décidé de remettre en cause le principe de Dublin et d'accueillir les Syriens. Oui. Qu'est-ce qu'on observe 7 ans après? Une économie allemande qui se porte très bien et qui vient d'intégrer 900 000 Ukrainiens en plus sur l'année 2022. Donc une économie plutôt florissante. Lorsqu'on regarde les études qui ont été faites sur les Syriens qui sont arrivés pendant cette période, on remarque qu'ils ont une bonne intégration sur le marché du travail. Bien sûr, si on les compare aux Allemands, ils s'intègrent moins bien. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'ils travaillent beaucoup mieux que finalement, en fait, il y a des études qui ont été faites pour comparer les réfugiés qui sont arrivés après les guerres de Kosovo et de la Bosnie et les réfugiés syriens qui sont un peu plus éloignés, c'est-à-dire par rapport à la langue et par rapport à la culture. Et la productivité était beaucoup plus forte. Ils se sont intégrés dans l'économie. Et donc, est-ce qu'on a constaté un effondrement de l'économie allemande? Non, plutôt une économie qui est florissante. Est-ce que l'extrême droite, effectivement, a pris le pouvoir dans le Parlement allemand? Peut-être en 2018, mais après, ça a été, en fait, on voit bien que c'est les Verts qui sont arrivés au pouvoir. Et donc, je pense que c'est un exemple, en fait, parlant, l'Allemagne. Damien Carême, il y a un autre grief, en tout cas pour les détracteurs de l'accueil des migrants, c'est de dire que ça coûte très cher, notamment d'ailleurs, par exemple, l'accueil des mineurs isolés. Par exemple, en France, vous savez, ça fait souvent débat. Que répondez-vous à cet argument ou à ce contre-argument? Encore une fois, tout ça a été démontré, peut-être que Mme Bogdan pourra en parler mieux que moi dessus, mais tout a été prouvé que ça ne coûte pas. Les personnes, à partir du moment où elles peuvent travailler, cotisent, et à partir du moment où elles cotisent aux caisses de retraite, elles cotisent aux caisses de sécurité sociale. Voilà tout l'enjeu derrière. Mais en France, on a la spécialité de faire ce qu'on appelle des ninis, c'est des gens à qui on n'attribue pas l'asile, mais des gens qu'on ne renvoie pas dans leur pays parce qu'on ne peut pas le faire. Il faut arrêter la démagogie aussi avec les retours dans le pays. Il y a plein de pays dans lesquels on ne peut pas faire retourner ces personnes-là parce que c'est pas souhaitable, parce qu'elles risquent pour leur vie, mais aussi parce que les gouvernements là-bas sur place n'en veulent pas. Et donc, si ces personnes, on leur permettait de travailler, elles rendraient l'économie de notre pays, elles apporteraient à l'économie de notre pays et à tout ce qui est phénomène de solidarité, comme l'aide médicale d'État, comme l'aide à l'enfance derrière. Enfin voilà, c'est des cotisations qui rentreraient. Et une réaction Ekram Bouktan, parce que vous avez travaillé sur cette question. Beaucoup disent en effet que l'immigration coûte cher et qu'elle a un poids pour les finances publiques. Donc ça, c'est complètement, en fait, les études économiques montrent clairement que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le temps long, parce qu'il ne faut pas faire un arrêt sur image et regarder simplement le poste budgétaire qui est alloué à l'immigration et à l'asile et dire voilà, c'est l'effet économique, c'est absolument pas cela. Les individus, effectivement, il faut les observer dans le temps long. Un mineur isolé qui est arrivé aujourd'hui, qui est dans une situation difficile, certes, la prise en charge immédiate va coûter de l'argent à l'État, mais il faut voir ce mineur isolé dans les années à venir, dans les 10 ans, dans les 20 ans, qu'est-ce qu'il va devenir dans l'économie. Et donc c'est ça l'économie, c'est-à-dire que lorsqu'on prend le temps long, et même lorsqu'on regarde la catégorie particulière des demandeurs d'asile, qui sont cette population qui fuit les persécutions, qui ont des qui demandent une prise en charge financière au moment de leur arrivée, on a démontré clairement dans le cas des pays européens, sur 30 ans, qu'en moyenne, effectivement, ces demandeurs d'asile ne se sont pas traduits ni par une augmentation il y a eu une augmentation des dépenses publiques, mais qui est compensée par une augmentation des recettes publiques. Donc l'effet final sur les finances publiques, il est plutôt neutre. Merci. Et donc le principal problème, c'est cette confusion entre coût budgétaire et coût économique. Et cet arrêt sur image, c'est qu'on va voir juste les gens à un instant donné dans une situation particulière. Côté toujours très scientifique d'Ekram Bouktan. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup Damien Carême, monsieur l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles.